Mesdames, Messieurs, nous sommes mardi 10 septembre 2019. Bienvenue à votre nouveau numéro de votre magazine Le Point qui reçoit pour vous M. Serge Kadima, cadre du PPRD, un parti membre du Front commun pour le Congo. Bienvenue, M. Kadima. Merci beaucoup, M. Alain. Les gens se demandent, vous êtes jeune, intelligent, et on vous a vu se battre pendant la campagne électorale pour la victoire du candidat du FCC à la présidentielle. Mais curieusement, vous n'êtes pas nommé au sein du gouvernement Ilukamba. Un peu déçu? Non, je ne suis pas déçu parce que, écoute, l'essentiel, ce n'est pas d'être au gouvernement. L'essentiel, c'est d'être disponible pour la République démocratique du Congo. Il n'y a pas eu un concours auquel j'ai passé pour que les gens disent qu'ils m'attendaient au gouvernement. Donc, ce n'est pas ça la finalité, ce n'est pas ça mes ambitions. Nous pensons qu'être au parti, servir mon parti, servir ma plateforme et être au service du président national du parti, le président Joseph Kabila, me rassure et c'est ce qui m'a plus intéressé. Mais il y a quand même des mécontents, non? Au sein du PPRD et même au sein du FCC. Je n'en connais pas. Vous savez, nous sommes dans un pays avec plus de 80 millions d'habitants. Nous sommes aujourd'hui au PPRD, qui est le premier parti de la République démocratique du Congo, avec beaucoup de membres, beaucoup de cadres. Nous avons une banque de données très importante. Tout le monde ne pouvait pas figurer dans ces gouvernements. Il y a d'autres possibilités de servir la nation dans les différents secteurs de la vie nationale, dans les différents domaines, dans d'autres structures de l'État. Il est possible de servir la nation. Il n'était pas possible que tous les cadres du parti, intelligents soient-ils, puissent se retrouver dans un gouvernement de 65 personnes. Tous les classiques du FCC, du PPRD, tenaient à tout prix être dans le gouvernement, mais ils sont mis hors jeu. Est-ce que ce n'est pas une manière pour l'autorité morale du FCC, président national de votre parti, Joseph Kabila Kabange, de le mettre, de les désavouer finalement, parce qu'ils n'ont pas pu porter le candidat du FCC à la présidentielle? Je vous ai dit que le PPRD a une banque de données avec des cadres qui ont l'expertise requise, l'expérience requise, l'intelligence qu'il faut pour servir la nation. Tout ce que vous dites ici, ça a été alimenté par la presse. Ce n'est pas le cas, je n'en connais pas. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Comment on ne les retrouve pas alors? Il n'y a pas des ayants droit au PPRD, il n'y a pas des ayants droit au Front commun pour le Congo. Nous avons tous la passion pour le pays. Le président national du parti, l'autorité morale du FCC, nous a toujours exhortés à aimer notre pays, à travailler pour le pays. On ne peut pas servir le pays seulement en étant au gouvernement. On peut servir le pays en étant au Parlement, en étant au Sénat, en étant dans différents secteurs de la vie nationale, en étant dans d'autres structures de la vie de notre pays. Donc, être au gouvernement ne peut pas faire l'objet d'une obsession parmi nos ceux qui sont, curieusement, ceux qui sont au gouvernement, ce sont, comme le disent les Quinois, petits, entre guillemets. Donc, ancien directeur de cabinet de X, conseiller de X, mais finalement, c'est quoi exactement? C'est ça le parcours et l'expérience dont on a besoin. On a besoin des gens qui ont eu à travailler par les passés dans les cabinets, qui ont eu la chance et la grâce de faire les brassages de connaissances et d'expérience. Et c'est ce qui amène des gens au poste de responsabilité. Si vous n'avez jamais travaillé dans la vie, il est difficile de se retrouver un jour ministre ou mandataire ou à d'autres postes de responsabilité dans un pays. Partout au monde, tous les grands hommes, ils ont toujours un parcours. On commence quelque part, on peut avoir été chargé d'études, chargé de mission, conseiller, directeur de cabinet, vice-ministre, aujourd'hui devenir ministre, c'est tout à fait normal. Ça s'inscrit dans la logique naturelle des choses. Il y a ceux-là qui sont sortis du néant et qui sont ministres aujourd'hui. En tout cas, je suis en train de parler pour le compte du Front commun pour le Congo. Je parle pour le compte du PPRD. Je suis fier que la plupart des personnalités qui sont nommées sont des gens qui ont une histoire, qui ont au moins une expérience avérée. Quand même que vous avez refusé de reconnaître qu'il y a des mécontents, mais on sait qu'il y a des mécontents depuis l'élection du bureau de l'Assemblée nationale, au gouvernement en passant par le Sénat, les exécutifs provinciaux. Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que vous avez resserré les rangs au sein du FCC, au sein du PPRD? Ce qui est vrai, c'est que les gens qui sont nommés pour le compte du FCC, pour le compte du PPRD, ce sont des gens qui sont connus. Des gens qui ont milité au sein du PPRD, au sein du Front commun pour le Congo. Des gens qui ont fait de preuves. Évidemment, il y a d'autres qui ont aussi fait de preuves, mais qui ne sont pas retrouvés. Comme nous disons. Comme vous, par exemple. Nous disons qu'on ne pouvait pas tous être dans ces gouvernements. Le secrétaire permanent du PPRD nous avait reçus avant la sortie du gouvernement pour nous rassurer que nous sommes en politique, certes, mais nous avons un gouvernement de 65 membres, avec 42 membres qui proviendraient du Front commun pour le Congo, et le PPRD avait aussi un quota, et que tout le monde ne pouvait pas être dans ces gouvernements-là. Il nous a réconfortés, il nous a rassurés
que ceux qui vont partir ne sont pas meilleurs par rapport aux autres, mais seulement parce qu'il y a des places qui sont limitées. Et par rapport à cela, nous pensons qu'il y a cette bonne volonté, cette bonne foi, et pour les restes, nous restons rassurés, confiants par rapport au fait, sinon par rapport à notre disponibilité de servir la nation dans d'autres structures. Et quand le PPRD fait signer des documents à ses ministres pour qu'ils restent sous les ordres du président honoraire, ça veut dire quoi exactement? Est-ce que vous avez eu connaissance de ces documents-là? Je sais que... Lui-même, le secrétaire permanent n'a pas parlé de ça. Oui, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Il s'agit de quoi? Le président de la République, le président Joseph Kabila, qui se trouve être l'autorité morale du Front commun pour le Congo, il a reçu les gouverneurs lorsqu'ils étaient élus. Il a reçu les sénateurs, il avait reçu les députés pour leur demander une chose, d'aller œuvrer dans l'intérêt de la nation. Il leur a demandé de ne pas trahir le pays, de défendre notre pays, de défendre les codes miniers, de défendre tout ce que nous avons comme acquis, de la stabilité, de la démocratie et que sais-je encore. Et c'est dans la même logique que le secrétaire permanent a échangé avec les ministres du PPRD pour leur demander de respecter les idéaux du parti, de respecter la Constitution, de respecter le peuple congolais et de travailler dans l'intérêt supérieur de la nation tout en respectant la Constitution. Je ne pense pas que la logique souhaiterait... Mais il a lui-même parlé d'un document qu'il avait fait signer. Oui, c'est ce document-là que nous considérons comme une ligne de conduite. Il faut respecter les idéaux du parti, la social-démocratie, notre doctrine. Il faut respecter la Constitution. Il a dit même devant les micros que le président Kabila est votre chef politique, mais votre chef qui est le président de nous tous se trouve être le président Tshisekedi. C'est tout à fait légitime et c'est tout à fait naturel. Il ne faut pas dénaturer, il ne faut pas changer ce qui avait été fait dans l'intérêt supérieur de la nation. Donc, il n'y a qu'un seul grand prêtre, qui est le président de la République, Félix Tshisekedi. Écoutez, partout au monde, il y a des courants. Au jour d'aujourd'hui, le peuple congolais a décidé, lors des dernières élections au mois de décembre, qu'il y ait une grande coalition. Le peuple congolais a donné sa faveur au président Tshisekedi pour qu'il soit le président de notre pays. Le peuple congolais a choisi le président Joseph Kabila pour qu'il reste le patron de la majorité parlementaire. Il a 375 députés. Aujourd'hui, il a été convenu, ensemble avec les amis du Cash, que nous puissions créer cette grande coalition. Et nous sommes dans une coalition, nous avons un gouvernement qui est venu cimenter cette coalition. C'est le plus important, c'est que nous puissions soutenir ce gouvernement, l'accompagner pour que ce gouvernement puisse relever les multiples défis que la population souhaiterait voir être relevés. Et dans la composition de ce gouvernement, si le titulaire est du FCC, l'adjoint ou le vice-ministre est du Cash, est-ce que c'est une manière aussi de se contrôler, de se surveiller mutuellement? C'est ça la véritable cohésion. C'est plutôt une manière de travailler ensemble pour l'intérêt de la nation. Il n'y a pas de méfiance. C'est une façon de travailler ensemble. N'oubliez pas que les Cash étaient hier dans l'opposition, le FCC était au pouvoir avec l'exclusivité du pouvoir. Et aujourd'hui, nous sommes dans une coalition, nous sommes appelés à travailler ensemble. La meilleure façon de travailler ensemble, c'est de faire ce qui avait été fait par le Premier ministre, par le Président de la République. Nous allons aborder maintenant le programme du gouvernement qui se résume autour de 15 piliers. Mais qu'est-ce qu'on remarque d'entrée des jeux que c'est un programme non chiffré? On ne sait pas tel pilier va se faire à tel moment et ça va nécessiter combien. Ça demande que c'est juste, ça a été fait précipitamment. Non, je pense qu'il y a des gens qui ont fait... Il n'y a pas de chronomètre, de chronogramme. Il y a des gens qui ont fait une lecture approximative du programme du gouvernement. Vous savez, dans ces programmes, il y a des chiffres, je peux vous en donner. Le Premier ministre a parlé de l'amélioration de la pression fiscale. Nous sommes aujourd'hui à 9%. Le Premier ministre souhaite que dans les 4 ans qui viennent, nous puissions atteindre un minimum de 15%. C'est un chiffre qui avait été avancé. Dans le programme-là, on a parlé du taux de croissance. Vous savez, dans ces pays, en 2014, on a atteint le taux de croissance de 9,6%. Et l'année passée, nous étions à 6,3%. Et le Premier ministre a dit qu'il faut tout mettre en œuvre pour que nous puissions atteindre ne fût-ce que le taux de croissance de 10%, d'ici 5 ans, et pourquoi pas 15%, atteindre la moyenne africaine qui est la moyenne d'Afrique subsaharienne qui est à 17%. Donc il y a des chiffres. Par rapport au pilier, nous vous avons dit que le gouvernement qui avait été mis en place doit relever les multiples défis. Et aujourd'hui, il ne faut pas que les gens confondent les programmes avec les budgets. Le Premier ministre l'a dit. Lorsqu'il va revenir, comme la session du mois de septembre est essentiellement budgétaire, lorsqu'il viendra avec les budgets, il viendra avec de plus amples indications pour en fait contenter les gens qui sont assoiffés de voir les chiffres. Au jour d'aujourd'hui, le Premier ministre l'a dit
lorsqu'il était en train de répondre aux députés, qu'il était difficile de projeter, sinon de rassurer l'avenir de notre pays, se basant sur notre capacité actuelle de mobiliser les recettes de l'État. Alors, aujourd'hui, on vous dit que notre potentiel fiscal, notre potentiel budgétaire ne reflète pas les recettes que nous avons aujourd'hui. C'est comme ça que le Premier ministre convie ses collaborateurs, sinon ses ministres, à travailler, à tout mettre en œuvre pour que nous puissions accroître notre pression fiscale. Même pendant la campagne, nous l'avions dit, l'honorable Emmanuel Ramazan Shadar, il avait dit dans son programme que ce qui était plus important, c'était d'abord de rationaliser les ressources naturelles, afin d'améliorer notre capacité de mobilisation des recettes. Partout au monde, l'État trouve ses moyens par son administration fiscale, par sa capacité de mobiliser les recettes. C'est lorsqu'on aura suffisamment mobilisé les recettes qu'on peut commencer à dire, par rapport à telle ambition, voici ce que nous comptons faire. À ce stade, je pense que le Premier ministre, et aussi j'ai suivi une amalgame d'un député qui disait que le Premier ministre a donné un document et que lui, il a lu un autre document. À celui-là, j'ai dit, il ne faut pas faire la confusion entre un programme du gouvernement et un discours-programme du gouvernement. Le Premier ministre a distribué aux députés les programmes du gouvernement. Lorsqu'il vient se présenter, il fait un discours, ça s'appelle un discours-programme. Et dans ces discours-programmes, généralement, c'est une synthèse qu'on donne. Et ce programme, est-ce le programme du FCC ou du cash? C'est un programme du gouvernement. Le gouvernement FCC. Est-ce que vous retrouvez vos éléments aussi dans ce programme? C'est un programme du gouvernement. Le président Joseph Kabila, l'autorité morale du Front commun pour le Congo, avant la remise et reprise, pour ne pas dire avant la prestation de serment du président Tshisekedi, il avait souhaité qu'il y ait une grande coalition de progressistes pour protéger notre nation, protéger notre pays, amener notre pays à l'émergence. Il avait lancé un appel à la jeunesse. Et après cela, on a mis en place une coalition. Il y a eu des délégués du CACH et les délégués du FCC qui sont mis ensemble pour travailler sur les formats du gouvernement, pour faire une mise en commun du programme du CACH et celui du FCC. Et ça a été fait officiellement devant la télévision ou bien devant les chaînes nationales et internationales. Les délégués ont remis officiellement les contenus, sinon l'essentiel du travail qui avait été fait par ces délégués. Et après cela, le Premier ministre s'est approprié cela, mais il l'a enrichi parce qu'il avait procédé aux consultations de toutes les couches sociopolitiques de notre pays. Tout le monde a été consulté, tout le monde a donné son point de vue, et à partir de ce moment-là, il a élaboré. Et la Constitution dit clairement dans l'article 91 que le gouvernement, en concertation avec le président de la République, définit la politique de la nation et en assume les responsabilités. Alors, dès lors que ce programme a été présenté devant la représentation nationale et a obtenu sa faveur, il devient un programme du gouvernement et nous devons soutenir ce programme, l'encadrer et l'accompagner également. Gratuité de l'enseignement, c'est la deuxième semaine de la rentrée des classes. Après la rentrée des classes, il n'y a pas eu de grève, mais vous le savez que les enseignants ont donné un ultimatum jusqu'à la fin du mois de septembre. Est-ce que vous pensez que la gratuité finira par être vraiment effective? La gratuité de l'enseignement pourrait être effective, mais pas dans les conditions actuelles. Le Premier ministre l'a dit, qu'il va revenir devant la représentation nationale lors du budget pour que nous puissions avoir le vrai tableau par rapport à ce que nous disposons, pour faire face à la gratuité de l'enseignement. Cette volonté est là du président de la République et cette volonté est mûrie par le gouvernement. Vous vous souvenez que même le président Joseph Kabila à l'époque, il avait souhaité cela. Mais ça n'avait pas marché. Ça n'avait pas marché parce que nous avions évolué dans un contexte particulier où nous avions tout le temps les agressions par-ci, par-là, où il y a eu des crises politiques dans notre pays. Ça n'a pas permis à la nation congolaise de se mobiliser pour améliorer les recettes de l'État. Alors, par rapport à cela, nous pensons que c'est possible. Mais soyons un peu patients. Comme la session de septembre, c'est une session essentiellement budgétaire, on attend, on va voir comment va le budget. Que vont faire les enseignants? Le gouvernement vient d'être mis en place et le gouvernement a, entre autres, cette responsabilité. Le ministre qui a ces responsabilités-là, qui est en charge l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, pourra tout mettre en œuvre pour approcher les enseignants afin de trouver ensemble... Donc, si je comprends bien, c'est allé trop vite. Hein? Non, ce n'est pas allé trop vite. Parce que toutes les conditions n'étaient pas réunies pour... rendre effective ce sont les hommes et les femmes qui réunissent les conditions. Le président de la République a souhaité cela, il a annoncé cela, il y a maintenant un gouvernement qui est en place, ils viennent à peine de faire la remise et reprise et les gouvernements, comme l'a dit le Premier ministre,
doit se mettre rapidement au travail pour solutionner les problèmes de nos compatriotes. Parmi ces problèmes, il y a celui-là. Donc, comme je le disais qu'au mois de septembre, le gouvernement viendra présenter un budget et dans ce budget, on doit tenir compte de cela. On connaît que c'est souvent au mois d'octobre. Hein? C'est la session, la fin du on mois parle de de septembre, c'est la session budgétaire du mois de septembre. Ça peut être au mois d'octobre, mais il ça va l'être dans la session. Il y a un problème de capacité d'accueil. Oui, c'est tout ça que doit relever ou doit résoudre l'actuel gouvernement. Il a été nommé pour ça, il sera évalué pour ça. Ne vous en faites pas, le gouvernement est là, oui, on l'a applaudi, on l'a fêté, mais à la fin, il fallait d'abord annoncer et puis mettre les... Ça a toujours été comme ça. Une vision se matérialise. Il faut d'abord annoncer la vision. Et c'est comme ça même que depuis 2014, si je ne m'abuse pas, nous avons cessé d'évoluer dans un budget des moyens pour un budget et programme. Donc, c'est une vision qui doit être matérialisée par les hommes et les femmes. Lors de l'exécution du programme des 100 jours du président de la République, on a vu la plupart des ministres FCC, à l'époque, se déployer sur le terrain pendant que tout au long de votre mandat, ils ne faisaient pas ça. Qu'est-ce qui a changé? Non, je pense que ça, c'est vous désinformer en fait de la réalité. Hein? Vous savez, lorsque le président Joseph Kabila... Je peux même citer le nom d'un Thomas Loa qui était partout. Vous voulez me dire qu'il ne s'était jamais déployé avant? Mais il s'est déployé plus maintenant. Non, plus ou les plus importants... Est-ce que ce n'est pas une manière aussi pour essayer de faire les yeux doux au président de la République? Nous sommes dans un contexte de coalition. Dans un contexte de coalition, si vous êtes du cash, ok, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire ou qui il faut voir pour entrer au gouvernement. Si vous êtes du FCC, vous savez qui il faut voir ou qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer au gouvernement. Au jour d'aujourd'hui, rien ne peut se passer en dehors de la hiérarchie du Front commun pour les Congo. Rien ne peut se passer pour nous du PPRD en dehors du secrétaire permanent du PPRD ou bien des instances dirigeantes du PPRD. Donc, je n'ai pas besoin d'aller faire du dialogue à la télévision pour avoir la faveur d'un responsable du cash. Donc, le plus important aujourd'hui, c'est dire nous devons travailler pour les pays, nous devons travailler pour l'amélioration du vécu quotidien de la population. Ils se sont déployés. Le plus important, ce n'est pas l'intensité du déploiement sur le terrain, ce sont les réalisations. Les réalisations sous les 18 ans du président Kabila, si vous en voulez, je peux vous en citer, et on n'aura pas terminé cette émission, il y en a beaucoup. Lorsque le président Joseph Kabila prend le pouvoir, nous avons un budget de moins de 500 millions de dollars. Mais lorsqu'il part, il a laissé la loi de finances 2019 à 5 700 millions de dollars. C'est une grande avancée. Je vous ai dit, dans ces pays, en 2014, pendant que le président Joseph Kabila était président, nous avons atteint une croissance de 9,3%. Nous étions parmi les pays de l'Afrique avec une économie performante. Et notre croissance a été résiliente pendant les différents chocs qu'a connus le monde entier. Donc, le président Kabila a réalisé beaucoup de choses. Au jour d'aujourd'hui, quand le président Kabila est arrivé au pouvoir, rappelez-vous, pour quitter Kinshasa et au Bas-Congo, on faisait des semaines. Mais au jour d'aujourd'hui, dans moins de 4 heures, on peut arriver au Bas-Congo. C'est grâce à ses prouesses. Il a beaucoup fait de choses. Quand il arrive dans ces pays, nous avions à peine une entreprise de télécommunications et ce n'est pas tout le monde qui était abonné. Aujourd'hui, nous avons plus de 6 entreprises de télécommunications. Ce sont nos compatriotes qui sont engagés là-bas. Ce sont nos compatriotes qui font vivre leur famille biologique comme élargie. Lorsque le président Joseph Kabila est arrivé dans ces pays, il y avait à peine des banques qui fonctionnaient de manière irrégulière. Et c'est grâce à la politique incitative du président Joseph Kabila que nous avons aujourd'hui plus de 18 banques dans ces pays. Et dans toutes ces banques-là sont nos compatriotes, sont les filles et les fils de ces pays qui sont engagés dans ces entreprises-là. Il n'y avait pas autant d'entreprises minières au Katanga, même ailleurs à l'est de la République. Mais grâce au président de la République, Joseph Kabila, qui avait à l'époque mis en place l'ANAPI pour attirer les investisseurs, pour inciter ces secteurs-là, qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites. Donc, quand vous allez même dans les secteurs immobiliers, vous verrez que le président Kabila a fait beaucoup. Il s'est limité là. Et l'actuel président de la République, l'actuel gouvernement pourra s'inscrire dans la logique de maintenir ce qui était positif pour atteindre l'émergence tant souhaitée par nous tous d'ici 2030. Malgré toutes ces réalisations, le budget n'est arrivé qu'à 5 milliards de dollars. Et il y a même l'ancien conseiller spécial du président Kabila en charge de la lutte contre la corruption avait dit qu'il y a pratiquement 15 milliards de dollars américains qui disparaissaient. Et le président actuel a fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Ok, je voulais quand même vous répondre par rapport à ce que vous venez d'évoquer tout à l'heure là, par rapport aux 15 milliards qui s'est volatilisé quelque part, qui n'ont jamais été identifiés, on n'a jamais donné des indications précises, mais je veux vous rassurer que lorsqu'on quitte en 2001
d'un budget de moins de 500 millions de dollars jusqu'à atteindre 5 milliards 700 millions de dollars, ce qui a été indiqué dans la loi de finances 2019 qui était promulguée. Ce sont des efforts, mais je ne dis pas qu'on avait atteint l'idéal. On pouvait aller au-delà. J'ai dit, ce sont des efforts, mais on n'avait pas atteint l'idéal. C'est comme ça que, dans un contexte, n'oubliez pas que le président Kabila a évolué dans un contexte où il y avait la guerre par-ci par-là. Le président Kabila a évolué dans un contexte où nos compatriotes de mauvaise foi n'ont pas voulu qu'il y ait stabilité dans ces pays. Il y a eu tout le temps des complots et il y a eu la guerre à l'est de la République. Pour faire face à la guerre, on ne la fait pas avec les beaux yeux de nos concitoyens, on l'a fait avec des moyens. Donc c'est de l'énergie qu'il fallait déployer. Vous vous souvenez que le président Kabila s'était déployé sur plusieurs fronts pour que nos compatriotes de l'Est puissent recouvrer la paix, sur les fronts diplomatiques, politiques et sécuritaires. Et ça engage le moyen. Donc, pour la lutte contre la corruption que le président Tshisekedi venait d'annoncer, je pense que cela s'inscrit dans la logique de ce que le président Joseph Kabila avait fait à l'époque. La preuve est qu'il avait même nommé un conseil spécial en charge de la lutte contre la corruption. Et donc, si le président Tshisekedi... Les recommandations n'étaient même pas suivies. Hein. Non, les recommandations n'étaient suivies parce qu'il y a eu beaucoup d'évolutions. Il y a eu beaucoup d'évolutions. On n'a arrêté personne. Il y a eu... Non, écoutez, il y a beaucoup de ministres de l'ancienne majorité présidentielle qui ont été arrêtés, qui ont été appelés. Il y a beaucoup de mandataires qui ont été arrêtés. Il y a d'autres jusqu'à aujourd'hui, ils souffrent en prison de Makala parce qu'ils se sont compromis. Est-ce qu'on peut citer quelqu'un parce que l'opinion... Non, pour la santé mentale... Est-ce que cette lutte-là ne va pas se retourner contre vous qui avez dirigé 18 ans d'Iran? Non, ça peut... Écoutez. Pendant que nous étions là, les parlements qui étaient composés dans la grande majorité des députés de la majorité présidentielle à l'époque avaient interpellé beaucoup de mandataires. Il y en a qui sont même tombés. Il y en a même qui ont été révoqués. Et il y a des ministres pendant la règne du président Kabila qui ont été interpellés et il y a eu des motions de finances contre eux au Parlement. Donc c'est pour dire que... Des motions qui n'ont abouti à rien. Non, il y a beaucoup de mandataires. Là, vous êtes en train de contredire la vérité. Écoutez, il y a beaucoup de mandataires. Quel est le ministre qui a été sanctionné? Il y a beaucoup de mandataires et il y a beaucoup de mandataires qui l'ont été. Il y a également des ministres qui l'ont été. Écoute, pour la santé mentale de vos téléspectateurs, je ne vais pas citer leurs noms, mais au moins, si vous fouillez, vous verrez qu'il y a des ministres. À l'époque, vous vous souvenez du dossier de l'avion qui avait causé des morts en Djili. Il y avait un ministre qui avait été interpellé. Il y avait un ministre qui avait été sanctionné par l'Assemblée nationale. Alors que nous avions l'essentiel, sinon la majorité des députés. Donc il y a des mandataires qui ont été révoqués. Je vais citer un cas isolé, le cas du FPI. Il y a des mandataires qui ont été sanctionnés pour cela. Je pense que si l'actuel gouvernement s'inscrit dans cette logique-là, de continuer l'œuvre du président Joseph Kabila, nous allons cheminer vers l'amélioration de nos vécus quotidiens. L'opinion a l'impression que rien ne va changer. Prenons le cas de l'affaire de 15 millions de dollars dus aux pétroliers, qui étaient destinés aux pétroliers, mais on voit que l'IGF... On met les bâtons dans les roues de l'IGF. Non, ça devient compliqué. Si vous constatez qu'on met les bâtons dans les roues de l'IGF, je pense que rien n'a changé. Vous êtes journaliste, vous avez la possibilité de joindre les responsables de l'IGF ou vous avez la possibilité de joindre ceux-là qui mettent les bâtons dans les roues pour que l'IGF ne fasse pas son travail, afin que vous puissiez avoir de bonnes informations et venir éclairer vos téléspectateurs. Bon, si vous pouvez même éclairer les téléspectateurs, l'IGF doit avoir les instructions de qui pour mener des enquêtes? Non, l'IGF peut se saisir aussi des éléments d'information pour faire son travail et demander à sa hiérarchie d'obtenir une couverture ou d'obtenir un ordre de mission. L'IGF a une compétence générale. Donc, en ce qui me concerne, j'ai lu un courrier de l'administrateur général adjoint de l'ANER qui demandait à l'IGF de procéder, c'était une réquisition d'information qui demandait à l'IGF de faire un contrôle sur tout ce qu'il y a eu comme décaissement depuis que le président Tshisekedi est en place. Et à ma connaissance, le responsable de l'ANER a été nommé par le président de la République. Je ne pense pas qu'il ait fait ça en contradiction avec l'actuelle philosophie. Est-ce que le responsable de l'ANER peut donner des injonctions? Ça, je ne sais pas. C'est comme ça que je dis, vous êtes journaliste d'investigation, vous avez la possibilité de pousser loin vos recherches. Mais moi, tout ce que je sais et tout ce qui m'arrange maintenant, c'est que l'IGF est en train de faire un travail et a transmis son rapport auprès du procureur général de la République. Et comme c'est le procureur général de la République qui a mené les dossiers, je m'interdis de faire tout commentaire, je m'interdis de dire quoi que ce soit sur ce dossier-là, et nous attendons que le procureur général de la République puisse fixer l'opinion nationale et internationale. Est-ce que ce n'est pas une manière de chercher la tête du DIRCA du chef de l'État? Je ne sais pas, c'est vous qui le dites. Le coup ne vient pas du FCC? Au FCC, on n'en a pas besoin. Le FCC, vous avez vous-même suivi la restitution
de la réunion que le président Joseph Kabila, l'autorité morale du Front commun pour le Congo, a eue avec ses ministres, il les a demandé de travailler dans les respects de la Constitution, de travailler dans l'intérêt supérieur de la nation congolaise. C'est tout ce qui nous intéresse, l'amélioration du vécu quotidien de la population. Tout ce qui nous intéresse, c'est que nous puissions sauvegarder, sinon protéger notre pays. Vous le savez, vous êtes du FCC, vous êtes du PPRD, vous savez que vous avez une mauvaise image au sein de l'opinion, au sein de la population. Mais est-ce que vous pensez que les nouvelles têtes qui sont entrées, ces nouvelles têtes vont changer la perception de la population? Je pense que dans ces pays, depuis 2006, nous avons eu la culture démocratique. Et que c'est la population congolaise qui donne la faveur. Ce sont les élections qui déterminent si nous avons bonne image ou pas. Ce que vous dites vous engage. Je veux vous dire ceci. Le peuple congolais dans son ensemble, sur l'ensemble de la République, a donné une faveur au Front commun pour le Congo. La preuve est que nous avons 375 députés. C'est une éloquente preuve que nous avons une belle image. C'est une éloquente preuve que nous avons encore la faveur du peuple congolais. Ce que vous dites vous engage et engage également ceux-là qui veulent alimenter ces informations-là. Pour ce qui nous concerne, nous sommes en harmonie avec le peuple congolais. Et il y a des choses que le peuple congolais a souhaité voir changer. Nous avons compris le message et maintenant nous œuvrons pour aller dans le sens de cette volonté populaire. Le chef de l'État lance un appel au changement. Qu'est-ce que vous comprenez par ce changement? Qu'est-ce qui doit changer réellement? Vous savez, le président Joseph Kabila, sinon sa dernière interview devant la presse internationale, on lui avait posé la question s'il avait les goûts d'inachevé et qu'est-ce qu'il regrettait de n'avoir pas fait pendant son mandat. Il avait dit ceci, qu'il regrettait de n'avoir pas transformé la mentalité zaïroise. L'homme congolais. L'homme congolais. Les gens sont restés dans cette mentalité-là de la Deuxième République. Il a émis le vœu de voir les gens changer, se comporter comme de véritables républicains, se comporter comme de véritables démocrates. Je pense que c'est ce que le président Tshisekedi voulait dire aussi. Et même auprès des gens qui ont des responsabilités au niveau du pays. Effectivement, nous avons... En fait, le changement, c'est quoi? C'est que les députés doivent jouer pleinement leur rôle. Ils doivent jouer le rôle du contrôle, de contrôler l'action du gouvernement, légiférer les lois, interpeller le gouvernement ou les membres du gouvernement lorsqu'il y a des abus dans l'exercice de leurs fonctions. Les changements, c'est quoi? C'est que le membre du gouvernement puissent savoir qu'ils ne sont pas là parce qu'ils ont fait un concours, parce qu'ils sont champions, mais ils sont là pour servir la nation, ils sont des serviteurs de la nation. Alors, s'ils ne comprennent pas cela, je pense qu'on n'aura pas atteint le changement dont vous voulez... Le président Kabila, à son époque aussi, lancé beaucoup d'appels au changement. Mais sa famille politique ne le suivait pas. Non, c'est faux, archi faux, parce que, vous savez, le président Joseph Kabila a travaillé pendant 2 mandats. Pour cela. Transformer les gens qui étaient déformés pendant 32 ans du règne de Mobutu, ce n'est pas facile. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu un changement. Il y a eu une évolution positive. Moi, quand j'étais étudiant dans cette ville, je me rappelle dans les années 2000, 2001 ou 99, je voyais sur le boulevard les agents de l'OCPT, par exemple, se promener avec des cercueils où ils avaient enterré leurs mandataires, réclamant 240 mois de salaire. Je voyais les gens de l'ONATA qui réclamaient 70 mois de salaire. Avec le président Kabila, ça n'a pas été le cas. Au jour d'aujourd'hui, si dans une entreprise, vous avez 2 mois de salaire, 3 mois de salaire, c'était un scandale. Mais à l'époque, on a toléré jusqu'à plus de 100 mois d'ARR. Donc, il y a eu des choses positives que le président Joseph Kabila a eu à imprimer. Le président Kabila a porté un changement. On n'a pas atteint l'idéal. Et aujourd'hui, il y a un nouveau président de la République. Il y a un nouveau gouvernement. Et que ces gouvernements-là regardent dans les tableaux. Ce qui a été négatif, qu'on mette de côté, et ce qui a été positif, qu'on puisse faire prévaloir cela et garder les caps pour que nous puissions changer tout. Ce qui a été négatif, qu'on mette de côté, mais les gens qui ont fait que ça soit négatif sont au nombre de, représentent 40, ils sont au nombre de 42. C'est-à-dire, je ne comprends pas la question. Ils sont au nombre de 42, ceux qui viennent du FCC, qui ont commis ces choses négatives. Qu'est-ce qui nous dit aujourd'hui que vous allez changer? Non, je pense tout simplement que, je ne sais pas si... vous êtes en train de relayer une voix de l'opposition qui veut s'opposer à tout. N'oubliez pas que lorsque le président Joseph Kabila prend le pouvoir, nous avions une dette vis-à-vis de nos partenaires extérieurs de plus de 14 milliards de dollars. Cette dette a été effacée. En 2010? Cette dette a été effacée. Ce sont des efforts. Alors, quand vous prenez de 2001 à 2010,
fournir des énormes efforts pour atteindre ces points d'achèvement, je pense que nous devons quand même rendre un vibrant hommage à cet homme-là, au président Joseph Kabila. Et c'est par son impulsion qu'il l'a fait. Ce n'est pas lui qui a contracté cette dette-là. C'est comme ça que je vous dis, il y a des actes qui ont été posés pendant 32 ans, qui ont aussi coûté sur les règnes du président Joseph Kabila. Lorsqu'il arrive pour mettre fin à l'hyperinflation, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis en place un programme intérimaire renforcé qui a duré une année. Il fallait retrouver la confiance que nous avions perdue vis-à-vis de nos partenaires extérieurs, notamment les institutions de Bretton Woods. Je fais allusion à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international. Ils sont allés, ils ont dit, vous n'êtes pas crédible, on ne peut pas traiter avec vous. Mais le président Kabila avait promis un changement. Et pendant l'exécution du programme intérimaire renforcé, nous avons atteint les résultats satisfaisants. C'est comme ça qu'on avait élaboré en 2002 les programmes économiques du gouvernement, sous la direction du président Joseph Kabila. Et c'était un programme qui devait durer 3 ans, 2002-2005. Et le président Kabila a suivi à la lettre l'exécution de ce programme-là. Et les résultats étaient concluants. Nous sommes entrés en programme formel avec ces institutions, jusqu'au point où nous sommes arrivés en 2010, nous avons atteint les points d'achèvement. Donc ce sont des efforts qui ont été fournis par le président Joseph Kabila. Je peux dire qu'au jour d'aujourd'hui, le président Joseph Kabila a déjà posé les bases pour un réel développement. Grâce à lui, nous avons cassé l'hyperinflation, nous avons stabilisé les cadrages macroéconomiques, nous avons remis tous les indicateurs du cadre macroéconomique au vert. Et le gouvernement qui est en place trouve une facilité. C'est comme vous trouvez un terrain qui n'était pas dans un bon état. Vous stabilisez le terrain, vous construisez la fondation. Celui qui viendra ériger les murs pour construire la maison aura des facilités. Et le président Kabila a construit cette fondation pour une économie forte, une économie qui pourra produire une croissance de qualité, qui pourra favoriser l'amélioration de situation des enseignements, système éducatif, qui pourra améliorer les conditions des travailleurs congolais, qui pourra améliorer les conditions sanitaires dans ces pays et qui sera favorable aux pauvres par la création des filets sociaux. Et ce même président Kabila disait à l'époque qu'il lui manquait 15 personnes pour atteindre son objectif. C'était une façon de motiver les gens pour qu'ils travaillent davantage. Lorsqu'il le disait, nous étions en 2005. Nous avions un budget de 2,3 milliards de dollars. Et lorsqu'il quittait le pouvoir, nous avions atteint 5,7 milliards de dollars. Lorsqu'il le disait, on n'avait pas encore la croissance résiliente. La preuve est que lorsqu'il le disait, il n'y avait pas encore la crise de 2008. Et grâce à ces méthodes, grâce à ces approches, nous avons eu une économie et avec une croissance résiliente en 2008. Tous les pays du monde entier étaient vraiment touchés par ces chocs, mais nous, on n'était vraiment pas touchés par ces chocs parce que le président Joseph Kabila avait pris des mesures courageuses et des choix porteurs d'espoir. Lors de hier, c'était hier lundi, lors des cérémonies des remises et reprises, au niveau du ministère de la Justice, un des cadres de votre parti, qui est maintenant vice-premier ministre en charge de la justice et garde du Sceaux, a même dit que les corrupteurs, on les connaît, ils circulent dans la ville. Oui. Il les a même mis en garde aujourd'hui. Oui. Mais pourquoi, quand vous étiez au pouvoir, on ne savait pas mettre la main dessus, mais aujourd'hui, il a même ce culot-là de le dire? Vous savez, un appareil judiciaire, je vous ai dit ici, vous allez m'excuser pour la redondance, j'ai dit qu'il y a des actes qui ont été posés pendant 32 ans, qui ont coûté extrêmement cher à la nation congolaise. Lorsque le président Joseph Kabila était au pouvoir, dans ce pays, il y a eu des hommes et des femmes qui ont eu le courage de faire la réforme de l'administration judiciaire. Ce n'était pas suffisant. Il y a des magistrats qui ont été révoqués dans ces pays, d'autres même arrêtés. Ce n'était pas toujours suffisant. C'est-à-dire tout cela allait dans le sens d'améliorer les conditions de l'appareil judiciaire. Si vous avez bien suivi notre campagne au mois de novembre 2018 avec l'honorable Emmanuel Ramazan Shadar, l'aspect essentiel qui revenait dans ces discours de campagne, c'était que nous allons améliorer les conditions de l'appareil judiciaire. Parce que je suis d'avis, je crois fermement que la justice élève une nation. Lorsque la justice n'est pas distributive, n'est pas effective, il est difficile d'asseoir une économie forte, il est difficile de développer une nation, il est difficile de reconstruire un pays. Donc, nous pensons tout simplement que ce qu'a dit le vice-premier ministre, ministre de la Justice, va dans l'ordre normal des choses. À la défense, Roy Moukena revient.
Vous avez fait 18 ans, vous n'avez pas su pacifier totalement le pays, mais on vous attribue encore le ministère de la Défense. Écoutez, lorsque le président Joseph Kabila prend les pouvoirs, ces pays étaient émiettés en 4. Grâce à ses méthodes, à ses stratégies, il a réunifié les pays, jusqu'au point même d'accepter une formule qui n'a jamais existé au monde. Aucun président au monde n'a pas accepté ce que le président Kabila a accepté pour cela. Nous avons été agressés par les M23. Vous avez vu les stratégies du président de la République de convoquer les concertations nationales. Et il a mis des méthodes en place. Nous avons gagné cette guerre. Et au jour d'aujourd'hui, on n'a pas résolu à 100% les problèmes d'insécurité dans ces pays, mais il y a beaucoup d'avancées qui ont été enregistrées. Et nous pensons qu'avec les mêmes méthodes, avec le ministre Aimé Mbouyé Moukena, nous allons évoluer dans la même approche pour pacifier totalement les pays. Quelle chance vous accordez à ce gouvernement? Je pense que nous devons rester optimistes. Nous devons chasser les compatriotes congolais, doivent chasser les pessimistes. Nous devons garder l'optimisme, donner beaucoup de chance à ces gouvernements, appuyer ces gouvernements. Partout où nous sommes capables de contribuer pour que ces gouvernements réussissent. Nous avons en commun la nation. Les amis de la Mouka, les amis du MLC, les amis du CACH, les amis du FCC, nous avons en commun la nation. Nous devons travailler pour la nation. Parce que nous devons travailler pour la nation. Si nous voyons la faiblesse des membres du gouvernement, nous pensons que nous devons être disponibles pour les accompagner. Nous devons faire confiance à ces gouvernements, qui est dirigé du reste par un chevronné, un technocrate. Et nous pensons qu'il y a beaucoup de choses qui pourront être faites par ces gouvernements. Question de faire confiance. Et au moment opportun, nous allons peut-être en parler pour faire l'évaluation. Difficile de finir cette émission sans parler de la xénophobie qui bat son plein au niveau de l'Afrique du Sud. Vous avez un mot par rapport à ça? Oui, le mot que j'ai, c'est une condamnation par rapport à ces actes barbares. Et, je suis un peu soulagé parce que j'ai suivi quelques membres du gouvernement dire qu'ils ont la mesure de la question et que dans les jours qui suivent, ou bien dans les jours qui viennent, il y a quelques membres du gouvernement qui vont aller contacter les autorités sud-africaines pour que réparation soit faite et qu'une solution soit rapidement trouvée. Selon M. Serge Kadima, qu'est-ce qu'il doit réellement faire pour mettre fin à tout ça? Non, je pense que ça ne dépend pas de M. Serge Kadima, ça ne dépend pas non plus... Si on vous demandait de prodiguer un conseil aux ministres qui vont faire le déplacement? Non, les ministres vont d'abord contacter leurs homologues sud-africains. C'est à ces moments-là qu'ils auront des informations. Sur base des informations-là, ils vont lever une option stratégique. Est-ce qu'il faut rapatrier nos frères qui sont en Afrique? Ce n'est pas la solution parce qu'il y a des Sud-Africains qui vivent au Congo. Il y a des Sud-Africains qui vivent dans d'autres pays africains. Ce n'est pas ça la solution. Je pense que les gouvernements de la République démocratique du Congo... Mais la solution, c'est quoi? La solution, c'est que le gouvernement de la République démocratique du Congo puisse entrer en contact avec le gouvernement sud-africain pour qu'il y ait de plus en plus d'explications, étant donné que les Sud-Africains ou bien l'Afrique du Sud ne vit pas dans une vase close. Donc, il faut rapidement qu'il y ait des canaux de discussion, d'échange pour que le gouvernement sud-africain prenne ses responsabilités. Nous avons des Sud-Africains en République démocratique du Congo qui ne sont pas inquiétés. Ça, c'est ça la responsabilité du gouvernement congolais. Et les gouvernements sud-africains doivent aussi prendre ses responsabilités. Est-ce que ce n'est pas une manière aussi... en fait, ce n'est pas une sorte de ras-le-bol pour les peuples sud-africains aussi? C'est très tôt de tirer des conclusions comme vous le faites là. Attendant que du gouvernement congolais qui ne sait pas bien protéger les problèmes, il ne faut pas singulariser. Vivant en Afrique du Sud. Monsieur Alain Bouman, il ne faut pas singulariser la question. Ce qui se passe en Afrique du Sud est extrêmement grave. Il n'y a pas que les Congolais qui sont ciblés. Je suis touché d'abord parce que je suis Congolais, je suis touché également parce que je suis africain. Il y a d'autres pays africains aussi qui sont victimes, notamment le Nigeria. Il y a des pays limitrophes à notre pays, notamment les Zimbabwe, il y a les Gabonais, il y a beaucoup d'autres pays qui sont victimes de cela. Nous pensons que le problème, ce qui se passe aujourd'hui en République sud-africaine est extrêmement grave. Tout ce qui est important à ce stade, c'est que les gouvernements puissent dépêcher, diligenter une mission en Afrique du Sud pour que les éclaircissements soient faits, afin que la solution soit trouvée. Et juste un message à nos compatriotes qui vivent en Afrique du Sud. Je suis de cœur avec tous les compatriotes qui sont en Afrique du Sud. Nous avons aussi des membres de famille qui sont en Afrique du Sud. Nous avons nos frères et sœurs congolais qui sont là-bas, nos frères africains qui sont là-bas. Nous partageons la peine qui est la vôtre pendant cette période triste. Nous souhaitons activement que le gouvernement congolais pourra envoyer ses délégués pour que les discussions soient tenues au niveau des autorités sud-africaines afin que rapidement une solution soit trouvée et que cette barbarie soit arrêtée. C'est cela votre dernier mot. Je vous remercie, M. Alain Bouman. Merci, M. Serge Kadima, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour cette opportunité.
Merci à vous également, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, certainement, avec le même plaisir. Au revoir.